Le monde que l'on connaît n'est en fait qu'une vaste supercherie. Nous voici de retour pour la suite de la lecture du Prix de la survie avec le chapitre 5, Elana. Les explications de Chris me laissent sans voix. J'ai compris qu'il y avait énormément de choses que j'ignorais. Je suis allongé sur le lit de camp que l'on a déplacé à la cave. Je profite de ce temps seul pour me remettre les idées en place. Cela lui a pris une bonne partie de la nuit pour m'expliquer toutes les subtilités de ce monde dans lequel je vis. J'ai tout d'abord appris, contre mon gré, que les créatures surnaturelles existent bel et bien, et surtout qu'elles vivent parmi les humains. Certaines se sont adaptées et vivent en cohabitation avec nous, d'autres restent en retrait. Comme mon ancien moi, la majorité des humains ne connaissent pas leur existence, mis à part dans les histoires que l'on raconte aux enfants. Pourtant, d'après les dires de mon chef, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, il y a plusieurs siècles auparavant, toutes les espèces étaient conscientes de l'existence des autres créatures vivant sur cette terre. Mais il y a eu une guerre. Il y a de cela 3000 ans, qui déchira les espèces, et particulièrement les humains. Cette guerre opposait les 4 grandes familles de vampires, les Mordred, les Stills, les Vanoff et les Ragnir. Chacun de ces clans souhaitait le pouvoir absolu sur toutes les créatures du monde. Ils se sont donc affrontés pour savoir laquelle des familles aurait ce pouvoir. Utilisant plusieurs espèces dans leurs armées afin d'aboutir à la victoire de leur clan, beaucoup d'elles ont péri pour une cause, c'est mieux, qu'elles ne toléraient pas. Après la perte de bon nombre d'humains, la population a décidé de se rebeller contre les vampires qui l'opprimaient. Malheureusement pour eux, ce coup d'État n'a fait que réunir les familles de vampires sous le même drapeau. Dans leur colère, ceux-ci ont failli exterminer la race humaine dans sa globalité. C'est alors que les héritiers des premiers originels se sont dressés contre leurs parents pour les arrêter dans leur folie. Dans le but de prouver aux autres espèces que leurs intentions étaient de rétablir la paix, ils tuèrent alors leurs géniteurs et le monde fut divisé en 4 territoires. Un territoire pour chaque clan, chacun étant libre de gouverner comme il le souhaite à l'intérieur de ces terres, tout en respectant certaines règles. Règle numéro 1. Interdiction de franchir les frontières, que ce soit les dirigeants ou les habitants. 2. Ne pas interagir sur le territoire des autres et s'assurer que les humains ne découvrent pas l'existence des autres continents et des créatures qui y vivent. Ces règles ont été établies en accord avec tous les héritiers des vampires, mais également avec les représentants de chaque espèce pour que les clauses soient équitables pour tous. C'est ainsi qu'il a été choisi de taire la présence des autres espèces que l'espèce humaine. Au fil du temps, il fut créé le CSD, le corps du système de défense, au sein de notre continent, donc les terres du Nord. Le monde est donc divisé en 4. Le continent de l'Ouest a été transmis au clan des Stills, celui à l'Est est revenu à la famille Vanov, celui entouré d'eau au sud est la propriété des Mordred, alors que notre territoire au nord est sous la tutelle des Ragnir. Les clans se sont alors reclus dans leurs terres, ne se côtoyant que rarement. Chacun des clans est formé par 3 membres, sauf les Ragnir, qui sont 4. La séparation de ces territoires est faite de frontières naturelles, difficiles à traverser. Afin d'illustrer ces propos, Chris m'avait montré une carte expliquant cette séparation. Le nord et l'est sont séparés par une chaîne montagneuse surplombée d'une dense forêt, la montagne de Povar. C'est la mer d'Almeir qui sépare le continent du sud avec celui de l'est et le nôtre. Les terres appartenant aux Stills sont protégées par la mer de Salhead et enfin la mer d'Arset sépare les terres de l'ouest et de l'est. Sur cette carte apparaît également une île dans la mer Salhead
au sud-ouest du monde. Cette île n'est autre que l'île des elfes, Elsérine. À l'écart du monde, ils vivent de leurs propres ressources, sans interagir avec le reste de l'humanité. Bien qu'ils soient de grands guerriers, ils n'ont pas pris part aux conflits faisant rage sur les continents, malgré les invitations des vampires à prendre parti. La protection que leur offre leur magie a aussi permis que leur île ne se fasse pas attaquer pendant cette guerre. Jamais je n'aurais pensé que notre monde était si vaste et avait connu de tels drames. J'étais persuadée que notre monde se limitait à notre territoire, qu'il n'existait aucun être vivant au-delà des mers et des montagnes. Aucun indice extérieur n'aurait pu me faire penser le contraire. Les quelques aventuriers voulant explorer ces terres ne sont jamais revenus. De ce fait, il nous est enseigné dès notre plus jeune âge que, par-delà le continent, les terres s'y trouvant sont des terres hostiles à l'homme. Et jamais nous n'avons remis ces enseignements en cause. En y repensant, croire que nous sommes les seuls à vivre sur cette planète est une idée très égocentrique. Après m'avoir énoncé ces faits, Chris me laissa seule pour les digérer et ne pas me submerger d'informations d'un coup. J'ai passé la journée dans la cave pour éviter le soleil, mais aussi les visiteurs de la boutique. Après la fermeture, j'entends Chris partir et revenir 1 heure plus tard, les bras chargés de meubles pour aménager mon nouveau lieu de vie. Je décide de sortir de ma grotte et d'aller l'aider. En portant les meubles, je me rends compte de la force musculaire que j'ai acquise à la suite de ma transformation. Le poids des objets ne m'affecte pas. Une fois tout installé, la cave perd son côté lugubre et devient un joli studio agréable à regarder. Après tous ces efforts, Chris se jette dans le canapé-lit qui remplace le lit de camp de tout à l'heure, l'air satisfait. Ah! C'est étrange. J'ai l'impression de voir mon ancien appartement, mais dans ma cave. Je m'installe à côté de lui et observe la pièce en silence. Je ne peux exprimer toute la reconnaissance que j'ai pour lui à ce moment. Il a été là pour me veiller nuit et jour. Il m'a accepté après ma transformation. Il a pris le temps de m'expliquer et de répondre à mes questions. Et maintenant, il m'offre un endroit sûr. Ce sentiment très agréable d'être accepté me parcourt le corps, me faisant frissonner légèrement. Après quelques secondes à observer l'espace dans lequel nous sommes, je romps le silence. Il y a une question qui me reste à l'esprit depuis que tu m'as tout expliqué. Pourquoi est-ce que seuls les humains ne doivent pas être au courant de l'existence des autres espèces dans notre monde? Les autres créatures le savent et elles le vivent plutôt bien. J'attendais cette question. Demande-toi, comment réagirais-tu si tu savais que ton voisin a besoin de ton sang pour vivre ou que ton chien n'est pas vraiment un chien, mais un être capable de se transformer? Comment tu vivrais en sachant que tu serais capable d'empêcher la mort de personnes auxquelles tu tiens en les transformant en vampires, mais que ces personnes ne pourraient pas vivre sans être soumis à un autre? Tout le monde ne réagirait pas aussi bien que toi. Nos ancêtres ont essayé ce mode de vie à plusieurs reprises, mais la majorité des humains a refusé de vivre en harmonie, d'accepter les différences entre chaque espèce. Ils ont mis des colliers aux animalus, ont fait d'eux des esclaves. Ils ont traqué les vampires et les loups-garous, qui se nourrissaient de sang, pour les abattre, comme s'ils n'étaient que de vulgaires assassins, sans essayer de comprendre leurs besoins. Ils ont exploité la bonté des fées jusqu'à ce que celle-ci décide de ne plus apparaître sous leurs yeux. Ça me peine à le dire, mais l'homme, avec un grand H, est égoïste, mauvais et sans pitié. Il marque une courte pause. Chaque espèce a ses brebis galeuses, on le sait tous. Mais sommes-nous capables d'accepter tous les autres et de tout accepter chez les autres? Là est la clé d'une vie en harmonie. Et malheureusement, je ne pense pas que ce soit le credo de beaucoup de nos congénères. C'est pour éviter que les erreurs du passé ne reviennent que nous préférons garder cela secret. Pour être honnête avec toi, il s'agit surtout du souhait des autres espèces. Ce sont elles qui ne veulent plus avoir affaire à ces comportements. Surtout que la plupart les ont vécus eux-mêmes, du fait de leur espérance de vie plus qu'élevée que la nôtre.
Mais ben, je peux comprendre leurs craintes, mais les humains qui sont dans la confidence le vivent bien et ne sont pas comme tu le décris. Ils acceptent la présence des vampires et autres. Ils les aident même dans leur vie. Comment la cohabitation tient-elle alors? Alors, premièrement, parce que peu sont au courant et ceux qui le sont ont compris l'importance de garder le silence. Ils ont compris que le sang pour les vampires est un moyen de survivre, comme nous nourrissons de viande et de légumes. Si les bœufs, les poules pouvaient réfléchir, ils auraient probablement envie de nous exterminer pour ne pas finir dans nos assiettes. Les humains réagissent de la même façon. Actuellement, la cohabitation est possible car nous avons longuement discuté et nous avons trouvé un terrain d'entente. Cette entente repose sur une confiance entre les espèces et des règles simples. Personne n'a le droit d'attaquer une autre espèce, sauf en cas de légitime défense. Le sang est fourni aux vampires par le biais de poches récoltées dans les hôpitaux ou auprès des détenus dans les prisons, permettant ainsi de les nourrir sans avoir à attaquer les gens. Les forêts sont préservées et entretenues pour la survie des fées et bien d'autres choses. C'est là le rôle du CSD, de s'assurer que chacun trouve son compte et que ces lois soient respectées. En tant que représentant des humains, je suis pour la préservation de ce système. J'acquiesce de la tête, son point de vue est logique, rationnel et se base sur des faits avérés par le passé. Je le rejoins sur le fait que l'homme est capable du pire envers les autres. Il poursuit son histoire. Au fil du temps, le nombre d'humains connaissant la vérité s'est réduit. Les souvenirs qu'ils avaient ont été pris comme des contes pour effrayer les gens. Maintenant, ils ne sont que des légendes et des mythes. Des histoires cruelles et sanguinaires, renforçant encore plus l'image négative que l'on se fait de ces êtres différents de nous, empêchant tout retour à la vérité. Je ne perds pas espoir qu'un jour ces histoires soient remplacées par des récits d'êtres courageux qui se battent pour la liberté de chacun. Dans ce futur, peut-être sera-t-il possible de révéler ces choses, mais ce n'est pas le cas actuellement. Il s'arrête une nouvelle fois et se tourne pour me faire face. Le CSD, comme tu l'as sûrement compris, est l'entité qui regroupe en son sein les représentants des espèces connaissant la vérité et qui travaillent ensemble au maintien de la paix. Des réunions se tiennent dans l'année où chaque espèce est représentée par une ou deux personnes selon qui a été choisi. Oh, tu es donc le représentant de l'espèce humaine d'après ce que tu m'as raconté. Tu es quelqu'un d'important, bien plus que tu ne le laisses deviner. Il rougit à ma remarque, mais laisse échapper un petit sourire de satisfaction. Disons que je n'ai pas eu le choix. Mon père était le représentant précédent et il m'a transmis tout son savoir. À sa mort, il a paru normal à tout le monde que je prenne sa place au sein du groupe. Pour être totalement honnête avec toi, j'avais prévu de faire de toi un membre du CSD et que tu deviennes une représentante. Je te trouvais, et je te trouve encore bien sûr, ouverte d'esprit, intelligente, curieuse et passionnée. Ton entrée dans le comité aurait été bénéfique et tu aurais été une parfaite représentante de l'espèce humaine. Mais cela ne sera plus possible. Une note d'amertume accompagne ces dernières phrases. Pour la première fois, je me rends compte qu'il n'est peut-être pas si heureux que je sois devenu un vampire. Il se lève du lit sans prévenir. Bon, je vais te laisser. La suite de ton histoire ne dépend que de toi, mais sache que tu seras toujours la bienvenue ici, si jamais tu décides de partir un jour. Je me redresse à mon tour, me dirige face à lui et le serre dans mes bras. Merci beaucoup, Chris. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans toi. Je sens qu'il me rend mon étreinte. Il me serre un peu plus contre lui et pose sa tête dans mes cheveux. Je ferme instinctivement les yeux pour profiter de ce moment. Il s'écarte lentement de moi, pose sa main sous mon menton et soulève mon visage vers le sien. Mes pensées sont embrouillées. Je pense comprendre ses intentions, mais peut-être est-ce simplement mon imagination. Je garde les yeux fermés, tandis que son visage s'approche du mien. J'entends mon cœur battre violemment dans ma poitrine. Il s'approche un peu plus. Les battements de cœur se font plus intenses, et je remarque alors que ce ne sont pas les miens que je perçois, mais les siens. Je perçois jusqu'au bruit de son sang circulant dans ses vaisseaux, augmentant au fur et à mesure que son cou se rapproche. Sans le vouloir,
L'aura alléchante que j'avais vue avant à mon réveil réapparaît autour de lui. Son nez est maintenant à hauteur du mien. Je le repousse brutalement et me retourne aussitôt en posant les mains sur mon visage. Je cache mes crocs sortis et mes yeux de prédatrice qu'il a fait ressurgir en moi. Je ne veux pas qu'il me voie ainsi, qu'il voie mon envie de le mordre. Je ne veux pas risquer de le perdre. J'arrive tant bien que mal à reprendre mes esprits, mais quand je me retourne, Chris n'est plus là. Et voilà pour la fin du chapitre 5. Comme d'habitude, j'attends en commentaire vos hypothèses, vos idées sur la suite. Quelles étaient les vraies intentions de Chris? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de CSD et de secret? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous répondrai avec plaisir.